Je crois que le processus de submersion est déjà très avancé. Deuxièmement, on cherche à le maquiller de mille manières avec des d'appareils statistiques, c'est-à-dire de neutraliser en fait l'ampleur du changement démographique qui change la définition même du peuple français et du peuple québécois et du peuple britannique. Ça, c'est vrai partout en Occident, même si c'est pas aussi avancé partout. Je pense par ailleurs qu'on intégrait manifestement plus facilement des Portugais ou des Italiens que des gens venant non seulement de cultures autres, mais de civilisations autres. Par ailleurs, dans une très grande rapidité, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire, en 25 ans, c'est une forme de coup d'État démographique qu'on a imposé aux Occidentaux. Et ajouter à cela le fait que nos propres sociétés doutent d'elles-mêmes comme jamais aujourd'hui, et chaque fois qu'elles veulent prendre les moyens nécessaires pour l'intégration, l'assimilation des immigrés, eh bien, on les accuse d'avoir des politiques de racisme systémique et discriminatoire et tout ça. Je pense qu'à la fin du présent siècle, en fait, les peuples historiques occidentaux seront minoritaires chez eux parce que si on peut toujours intégrer ou assimiler un individu, des individus sans individus, à partir d'un certain seuil, comme disait Toynbee, repris par Denis Arcand, il y a trois faits, le nombre et le nombre. Et le nombre, aujourd'hui, nous condamne d'une certaine manière à devenir étrangers chez nous. L'industrie pharmaceutique, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, ouais. On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les autres, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà. Donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, jusqu'où peut aller la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé... Pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit, mais non, il faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis, la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit, mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est dit tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy, parce que quand même, c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 € de l'industrie pharmaceutique du sida. Et nous mettrons, parce que là je ne rigole pas, et vous ne rigolez pas non plus, nous mettrons en tôle, et je dis bien en tôle, ceux qui ont mis à la rue nos soignants et qui ont injecté de force nos compatriotes et nos enfants. Environ 71 milliards de dollars d'actifs russes gelés étaient censés être détenus en France. Mais il semble maintenant que ce chiffre ne soit plus que de 25 milliards. Il n'est donc pas clair comment ce montant est passé de 71 à 25. Mais il est très probable que le gouvernement Macron ait décidé de se servir, ce qui explique peut-être pourquoi Macron a été si enthousiaste à l'égard de cette guerre et si paniqué à l'idée de la perdre, car ils devront alors rembourser. Si les hostilités prennent fin, si la paix est conclue, et si les sanctions contre la Russie commencent à être levées, alors cet argent devra être restitué à la Russie. Qui choisit les dirigeants français? Le peuple français? Je l'ai vu de mes yeux, vu. Il n'y a pas deux tours, hein.
Il y a un premier tour, c'est la présélection médiatique sur plusieurs années. D'ores et déjà, 2027 a commencé. D'ores et déjà, l'oligarchie a décidé de qui elle veut voir à l'Élysée en 2027. En 1, Édouard Philippe. Si pas Édouard Philippe, en 2, Marine Le Pen. Si pas Marine Le Pen, en 3, Bardella. Et si pas Bardella, en 4, Gabriel Attal. C'est ça qui a été décidé. Et vous avez un bombardement médiatique constant qui vous est donné sur ces personnes. Et les autres n'existent pas. Et ceci, ça a sorti de sondages qui vous expliquent que on le voit d'ailleurs pour les européennes. Hein. Les élections européennes ont lieu dans plus de 6 mois. Regardez, c'est intéressant. Enfin, si vous voulez ne pas être des zombies, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe. Et oui, vous le voyez derrière moi, il faut un grand coup de balai aujourd'hui en France. Eh bien, encore du lourd et du très très lourd aujourd'hui dans cette minute. Voilà comment cela fonctionne exactement. Les élections sont truquées depuis 2012 en France par ce fameux logiciel SILT d'origine espagnole, dont vous ne retrouvez trace nulle part, comme par hasard, quasiment aucune mention aujourd'hui sur Internet. Et pour cause, il est en vigueur dans les préfectures pour comptage des votes. Testé sous Sarko pour fonctionner à plein régime maintenant sous Macron. C'est la grande lessive des chiffres, c'est la véritable machine à piper. Je vais vous l'expliquer. Ils transforment tout avec leurs algorithmes pourris. Moins 20% pour certains partis dans les départements et régions. Que dire au niveau national? Les votes blancs, ils les convertissent avec la place Beauvau, qui fait la grande sauce, qui les envoie ensuite chez Dominium, avec la complicité de McKinsey, complice. Elle n'est pas belle l'histoire? C'est un dossier sur lequel je travaille quand même depuis 3 mois, avec la complicité d'un ancien gendarme qui a exercé pendant 30 ans, aujourd'hui repenti, candidat lui-même, dans un département. Il est crédible puisqu'il a vécu ce système de l'intérieur. On fait la récapitulation. 1, on rentre les données. Plus de comptabilité de vote au niveau global. Deuxième étape, les bureaux font leur propre relevé, assemblant tous les résultats communaux, ils les envoient ensuite à la préfecture par mail. Troisième étape, dans cette pseudo-double vérification en amont pour endormir les foules, laisser croire bien sûr à une pseudo-démocratie, eh bien les gendarmes relèvent les PV des bureaux et ensuite ils les remettent à la préfecture. Et là commence le grand comptage, la grande magouille. Sachant que les préfets sont nommés par Macron. Facile, vous avez dit facile, on fait même voter les morts, comme on a labellisé Covid, les morts d'autres pathologies pendant la crise, pour gonfler les chiffres. Truandage, fake, c'est la mafia, ni plus ni moins. C'est un État dirigé, il faut le savoir, par des mafieux aujourd'hui en France. Ensuite, servi sur un plateau, le fameux plateau TV, le travail annoncé des prestidigitateurs de l'info peut commencer par cette caste journalistique totalement aux ordres. Il n'y a pas de recours légaux aujourd'hui possible. Aucun recours n'a dû rester exercé par les parlementaires complices et qui ne vont quand même pas cisailler le procédé qui les a élus. La morale chez eux, ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Et lorsqu'ils sont déposés, ces recours, par des particuliers courageux, comme l'aurait fait à l'époque ma grand-mère, refus catégorique du Conseil constitutionnel. Ce diable de Fabius en tête, désormais remplacé par Ferrand, le grand copain de Macron. Grand copain de Macron. N'en jetez plus, la coupe du scandale est pleine. On joue alors sur les décès, les procurations également. Et puis, oui, dernière chose, j'allais l'oublier, elle est pourtant essentielle. Il avait annoncé, ce gendarme, le bug informatif, vous savez, qui a fait basculer l'élection de Macron, alors que Le Pen avait plus de voix avant le décompte, prouvé par les écrans TV, qu'elle n'en a eu finalement à la fin. Question au passage, mais pourquoi la fameuse Marine n'a-t-elle pas réagi? Et pire, pourquoi fut-elle même la première à avoir reconnu sa défaite? Étrange, non? Vous avez dit étrange. C'est pour cela que je suis dégoûté par ces politiques. Alors, croire en qui? D'abord aux forces venues d'en haut, car ce combat, il est avant tout spirituel. Et puis je crois beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 6 mois du reste, au peuple de France, qui a tellement bien œuvré sur cette crise de l'antavirus, qui ne se laisse plus berner, qui a fait rétropédaler le gouvernement et qui maintenant, au vu de ces informations livrées aujourd'hui, doit constituer vraiment une alternative à ce vote électronique. Le peuple doit maintenant reprendre le pouvoir. Sinon, procurez-vous des tonnes de vaseline. L'année prochaine, on va vous la mettre bien profond et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Merci de partager et abonnez-vous sur la une-tv.fr, tout en un seul mot, car après mes censures aujourd'hui sur TikTok et YouTube, et avec ce que je balance aujourd'hui chaque jour, mes autres chaînes sont très fortement menacées et en sursis. Partagez vite. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. Oula, on s'attaque à du gros. Le chanvre. Ah ouais, la plante que t'as le droit de cultiver uniquement si tu remplis 8 formulaires.
et jurer sur la tête de ta grand-mère que t'allais pas fumer la moquette. Et pourtant, avant qu'on devienne bête, on utilisait le chanvre pour tout! Cordage, vêtements, papier, isolation, alimentation, voiture, carrosserie, billets de banque. 98% des voiles de bateaux des grands explorateurs de l'époque étaient faites en chanvre. Même l'étoile de peinture de Léonard de Vinci, la plante la plus utile de l'histoire, a été simplement interdite. Ennemi public numéro 1. 1937, États-Unis, interdiction formelle du chanvre. Pourquoi? Parce que le chanvre fait trop d'ombre au coton, au pétrole et au plastique. Du coup, hop, on y a mis la même étiquette que le cannabis récréatif. Et c'est comme ça qu'on a rayé 8000 ans d'agriculture intelligente pour protéger 3 multinationales. Aujourd'hui encore, avec 0,2% de THC, très pâte blanche pour le cultiver. Mais t'as le droit de manger des fraises en hiver et de fumer des clopes blindées d'arsenic. Normal. Et pendant ce temps, on importe du coton blindé de pesticides, du plastique qu'on enterre. Mais le chanvre revient, les copains. Il pousse sans irrigation. Il produit son propre insecticide. Il capte un max de CO2. Et il isole mieux que la laine de verre. Ah, mais il nourrit en plus aussi, hein. Les graines de chanvre, 30% de protéines. Bim! On a un super pouvoir naturel, les gars. Et on l'a foutu à la poubelle pour une histoire de fric. Mais maintenant qu'on est en train de cramer tous ensemble, là, faut peut-être remettre un peu de chanvre dans nos vies. Association en crise. Voilà le titre que les députés écologistes ont cru devoir donner à ce débat. Je vais leur rendre service et le traduire dans le français de monsieur et madame tout le monde. Association de gauche en crise. Et si c'est bien là le sujet, permettez-moi de vous dire que c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle parce que la France doit cesser de subventionner ses propres adversaires. Une excellente nouvelle parce qu'enfin le voile commence à se lever sur ce que finance depuis des décennies l'État français au nom du tissu associatif. 53 milliards d'euros, mes chers collègues, 53 milliards par an. C'est le rapport de l'Inspection générale des finances qui le dit. 53 milliards qui partent chaque année dans une galaxie associative qui n'a plus d'associatif que le nom et qui prospère sur la sueur du contribuable français. Et pendant ce temps, mes chers collègues, pendant que vous nous expliquez que le pays est au bord du gouffre, qu'il faut toujours plus serrer la ceinture des Français, eh bien, pendant ce temps, on ferme des maternités, on ferme des classes, on ferme des lits d'hôpital. Et on demande toujours plus aux travailleurs de ce pays, à tous ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, pour faire vivre la France. Mais on n'a jamais fermé le robinet des subventions aux associations comme la Ligue des droits de l'homme. On n'a jamais coupé un centime au mouvement associatif, ni au CNAGEP. On n'a jamais retiré son agrément au GISTI, dont les avocats défendent devant le Conseil d'État la jeune garde de Raphaël Arnaud, groupement violent d'extrême gauche dissous. On n'a jamais cessé de financer le planning familial, qui, avec notre argent, avec l'argent des familles françaises, ose afficher des hommes enceints et des femmes à barbe pour faire la promotion de l'idéologie du genre auprès de nos enfants. Voilà ce que la République finance et ce que nos impôts paient. Oui, donc c'est plein de lois comme ça. Mais il y a des lois qui sont en train de passer. Je vais vous en donner une qui est en train de passer en ce moment sur l'eau. Vous savez qu'en Ile-de-France, par exemple, l'eau était impropre à la consommation. Il y a des scandales qui sont sortis. Eh ben, ils viennent de trouver la parade. Ils viennent de sortir un décret où ils suppriment des contrôles, des fongicides potentiellement cancérigènes dans l'eau potable. Le chloro, je sais plus comment. Oui. Donc maintenant... Vous dire, ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé dans les contrôles. C'est-à-dire qu'hier, ce fongicide potentiellement cancérigène faisait que l'eau n'était pas propre à la consommation. Et maintenant, comme ils l'ont supprimé dans les contrôles, l'eau redevient potable, toujours en ayant ce fongicide à l'intérieur. C'est ça, aujourd'hui, les lois qu'ils sont en train de nous faire. En gros, je résume, parce qu'il faut que les gens comprennent de façon simple. Oui. Aujourd'hui, vous avez le droit de manger. Mais vous n'avez pas le droit de savoir ce que vous mangez, qui l'a fabriqué et comment ils l'ont fabriqué. Taisez-vous, mangez. Et ils sont en train de serrer les lois pour que quelque part, des associations comme Anticorps, des journalistes d'investigation ne puissent plus faire leur travail, ne puissent plus dire attention, ce produit-là est dangereux, on est en train de vous empoisonner. Et la loi du secret des affaires vient renforcer le verrouillage qu'ils sont en train de faire de tout ce qui est expression de la liberté d'investigation. Did you know these are the top 3 countries polluting the ocean the most? At number 3 is Malaysia, releasing around 73,000 metric tons of plastic into the ocean every year. Most of it comes from river systems that carry waste from cities straight out to sea. At number 2, we have India, with more than 126,000 metric tons of plastic ending up in the ocean each year. India's massive population and limited waste management make it one of the biggest contributors to ocean plastic pollution.
And topping the list at number 1 is the Philippines, responsible for roughly 356,000 metric tons of plastic flowing into the ocean annually.